Madame, monsieur, très heureux de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle édition de votre magazine d'information Le Monde en 60 minutes. Et bien sûr, la grande actualité de cette semaine, c'est tout simplement l'affaire Leonarda Dibrani, la jeune collégienne kosovare qui a été expulsée du côté de la France par le ministre français de l'Intérieur, Manuel Valls. Il faut préciser par ailleurs que jeudi dernier, des milliers de lycéens sont descendus dans les rues pour réclamer le retour de ces étudiants, précisément de Leonarda Dibrani et d'un autre étudiant qui avait été chassé il y a quelques années du côté de la France. On n'oubliera pas également de parler des États-Unis d'Amérique où le président américain Barack Hussein Obama est sorti vainqueur du shutdown financier du côté des États-Unis d'Amérique, surtout face aux républicains. Ils ont jusqu'au 15 janvier 2014 pour trouver un budget initial pour ce grand État qui sont bien sûr les États-Unis d'Amérique. Madame, monsieur, bienvenue à toutes et à tous. Dans un instant, la première partie qui est réservée au reportage. Et dans la seconde partie, ensemble, nous allons lire quelques grandes unes des journaux internationaux qui ont paru au cours de cette semaine qui s'achève. Madame, monsieur, dans un instant, la première partie, elle est réservée au reportage. Plus de 15 jours après les élections législatives en Guinée-Conakry, les premières depuis 11 ans, toujours pas de résultats officiels du scrutin. À Matoto, l'une des plus grandes circonscriptions du pays, les résultats des législatives du 28 septembre dernier peinent à émerger. Et pour cause, les partis leaders de ce quartier populaire de Conakry ne sont toujours pas sur la même longueur d'onde et ont d'ailleurs exigé que le décompte des voix soit repris à zéro. En réalité, le litige entre l'Union des forces républicaines, l'UFR, et le Rassemblement du peuple de Guinée, le RPG, le parti au pouvoir, porterait sur quelques 3000 voix alors que Matoto compte quelques 440 000 électeurs inscrits. De fait, deux modes de scrutin se chevauchent, uninominal pour 38 députés proportionnel au plus fort reste pour les 76 autres. Conséquence, plus de 15 jours après le vote, aucune tendance ne se dégage clairement, même si la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, a publié les résultats du scrutin uninominal, dont 37 circonscriptions sur 38, qui, selon des chiffres officieux, donneraient une légère avance au camp du président Alpha Condé. D'après les premiers décomptes effectués à Matoto, l'opposition y était donnée en tête, ce qui pourrait faire basculer cette tendance. Une tendance qui n'arrange pas le RPG, le parti au pouvoir. En effet, le RPG du président Alpha Condé suspecte le président de la commission administrative de centralisation des votes, le magistrat Victorien Rabat, d'avoir modifié des procès-verbaux de vote. Saisie de ce contentieux, la Cour suprême a désigné un autre magistrat, en la personne de Sini Tamara, pour superviser la suite des travaux de la cave à Matoto. Une solution contestée par l'opposition qui fustige le remplacement du magistrat Victorien Rabat et réclame toujours l'annulation des élections. À partir du 23 octobre prochain, les Tunisiens seront à nouveau dans les rues pour manifester leur colère contre le gouvernement en place. C'est dans une déclaration faite lundi 14 octobre que le Front de Salut National, coalition regroupant les partis allant de l'extrême gauche au centre droit, invite les Tunisiens et les Tunisiennes dans toutes les régions, en particulier dans la capitale, à une mobilisation massive afin de réclamer notamment la nomination d'un gouvernement de compétences. En outre, la coalition d'opposition accuse les islamistes d'Ennahda d'user de manœuvres pour gagner du temps et d'aggraver la crise politique tunisienne en ne tenant pas son engagement de négocier sur la composition d'un cabinet politique. À titre de rappel, le 5 octobre dernier, le parti islamiste s'était engagé à respecter une feuille de route qui prévoyait la mise en place, avant la fin du mois, d'un nouveau gouvernement, l'adoption d'une nouvelle constitution, d'une loi électorale et d'un calendrier pour les règles législatives et présidentielles. Ennahda a ensuite remis en cause ce calendrier, estimant que le compte à rebours ne pourrait être déterminé qu'avec le début effectif d'un dialogue national sur l'ensemble de ces problèmes. Aucune date n'a été fixée dans l'immédiat, les différents partis n'ayant participé qu'à des réunions préparatoires. Le Front de Salut National a par conséquent réclamé que les négociations débutent au plus tard, le 19 octobre. Les femmes de mineurs sont en colère au Zimbabwe.
Et pour cause, elle revendique le salaire de leur époux resté impayé depuis plusieurs mois. Lundi dernier, alors qu'elles avaient organisé dans les rues de Harare une marche pour réclamer leur dû, la police zimbabwéenne les a dispersées à coups de bâton. Selon l'association ZNHR, le bilan fait état de 4 blessés et l'une d'entre elles est entre la vie et la mort. Toutefois, les avocats du ZNHR sont intervenus pour réclamer justice pour certaines des femmes brutalisées par des policiers. Selon des sources d'information, ces femmes sont pour la plupart les épouses des employés de Wang Colliery, l'une des plus grosses sociétés de carbonage du pays. Elles avaient décidé de manifester elles-mêmes de peur que leur mari ne soit licencié s'il participait à une marche de protestation. Un attentat à la voiture piégée a fait lundi près de 30 morts, dont des enfants, dans un fief rebelle de la province syrienne d'Idlib, où 4 des 7 humanitaires enlevés dimanche ont été libérés. Sur le front diplomatique, la Russie a appelé les États-Unis à convaincre l'opposition syrienne divisée de participer à la conférence de paix dite Genève 2, tandis que le secrétaire d'État américain John Kerry a estimé qu'il était urgent de fixer une date pour cette réunion. L'attentat s'est produit sur un marché de la ville de Darkouch, à quelques kilomètres de la frontière turque, en faisant état de 27 morts, dont 3 enfants et une femme. Une vidéo diffusée après l'attaque montre un secteur dévasté et des voitures en feu. C'est également dans la province d'Idlib, en majeure partie tenue par les rebelles, que 6 membres du comité international de la Croix-Rouge, pour la plupart de nationalité syrienne, et un membre du Croissant-Rouge syrien ont été enlevés dimanche. L'employé du Croissant-Rouge et 3 membres du comité international de la Croix-Rouge ont été libérés lundi et sont sains et saufs, a annoncé à Genève la Croix-Rouge, en se disant toujours dans l'attente de plus d'informations sur les 3 derniers otages. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme qui s'appuie sur un vaste réseau de militants à travers le pays, l'État islamique en Irak et au Levant, un groupe djihadiste lié à Al-Qaïda, est derrière cet enlèvement. Le comité international de la Croix-Rouge a fait part de sa détermination à poursuivre ses missions en Syrie. Ce comité compte une trentaine d'expatriés et environ 120 employés syriens et n'avait jusqu'à présent pas subi d'enlèvement dans ce pays. En revanche, 22 collaborateurs du Croissant-Rouge syrien ont été tués depuis le début du conflit. Dans un pays où les violences ont fait, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, plus de 115 000 morts en 2 ans et demi, et poussé, selon l'Organisation des Nations Unies, des millions de Syriens à quitter leur foyer, l'un des principaux groupes d'opposition a annoncé son refus de dialoguer avec le régime de Bachar al-Assad à Genève. Le chef du Conseil national syrien, Georges Sabra, a aussi menacé de se retirer de la coalition nationale syrienne qui chapeaute les groupes d'opposition si celle-ci prenait part à la réunion. Russes, Américains et Organisation des Nations Unies cherchent à réunir régime et opposition autour d'une même table à la mi-novembre. Après de multiples reports, mais les divergences persistent, notamment sur l'objectif de la rencontre. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, dont le pays est un allié du régime d'Assad, a jugé que le principal obstacle à la tenue rapide de cette réunion restait l'incapacité de nos partenaires à faire en sorte que l'opposition qu'ils soutiennent prenne place à la table des négociations. Après une rencontre à Londres avec l'émissaire international Lakhdar Brahimi, qui doit se rendre prochainement dans la région pour voir le maximum de gens possible, John Kerry a pour sa part rappelé qu'il n'y avait pas d'issue militaire au conflit. Sabra a en outre accusé la communauté internationale d'avoir laissé le régime impuni après l'attaque chimique du 21 août près de Damas, qui avait fait planer la menace des frappes occidentales, finalement écartée par un accord sur le démantèlement de l'arsenal chimique syrien. Dans ce cadre, la néerlandaise Sigrid Kaag a été nommée pour diriger la mission conjointe de l'Organisation des Nations Unies et de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques présente en Syrie et chargée de superviser l'élimination de cet arsenal avant mi-2014. C'est toute la communauté internationale qui est mobilisée face à ce dossier du nucléaire iranien. Les pourparlers interrompus depuis 2009 entre l'Iran et les États-Unis
ont repris de la plus belle manière, même si personne ne croit à la sincérité de l'Iran. Sortis de l'impasse, les négociations prennent des allures prometteuses au regard des prédispositions occultées par le gouvernement iranien qui va jusqu'à faire des conceptions. Le groupe des 5+1 voudrait obtenir de l'Iran toutes les précisions sur l'heure nucléaire, une demande qui semble problématique pour les Iraniens qui n'entendent pas mettre fin à leur programme d'enrichissement de l'uranium. Pendant 2 jours, les négociations ont suscité un intérêt des uns et des autres, mais n'ont pas abouti à un accord commun. Arzala Jamal, le gouverneur de la province afghane de Logar, a été tué mardi par l'explosion d'une bombe cachée dans un microphone. L'acte s'est produit alors qu'il prenait la parole dans une mosquée après la prière marquant le début de l'ère El-Kébir. Selon des sources, 8 autres personnes ont été blessées. Arzala Jamal était un proche du président afghan Hamid Karzai. Il avait notamment travaillé à ses côtés lors de sa campagne présidentielle en 2010 avant de devenir son ministre des Frontières. Ces nouvelles violences interviennent de surcroît à l'approche de la présidentielle d'avril qui doit marquer le départ à la tête de l'État de Hamid Karzai, inéligible pour un 3e mandat selon la Constitution et dans la première transition démocratique. Il faut signaler que cette attaque n'a pas été revendiquée dans l'immédiat, mais selon des sources d'information, elle pourrait porter la marque des talibans qui multiplient depuis une décennie les attentats contre le pouvoir en place, les forces de l'ordre et leurs alliés de l'OTAN. Des talibans concentraient leurs attentats dans le sud-ouest du pays, mais ont depuis quelques années progressé vers le nord et la capitale, ce qui fait craindre un retour à la guerre civile dans le pays, après le départ des 87 000 soldats de l'OTAN prévus à la fin 2014. Un violent séisme de magnitude 7,1 a secoué mardi 3 îles prisées des touristes au centre des Philippines, dans la région de Cebu, provoquant la mort d'au moins 20 personnes et faisant des dizaines de blessés. 15 des personnes décédées ont été répertoriées à cette région. 5 autres victimes ont été recensées sur les îles voisines de Bohol et de Siquijor, réputées pour leurs plages de sable blanc et leur eau turquoise. Les provinces de Cebu et de Bohol sont parmi les destinations touristiques les plus populaires des Philippines en raison de leurs plages et des chocolate-îles de Bohol. Le séisme s'est produit à 8h12 heure locale et son épicentre a été localisé à quelques 5 km de l'est de Balilihan, dans la région de Bohol, à une profondeur de 20 km, a annoncé l'Institut de géophysique des États-Unis. Cebu, une des villes les plus peuplées de l'archipel, se trouve à une 60aine de kilomètres de Balilihan. Je dormais profondément quand mon lit s'est mis à bouger. J'ai été terrifiée et je me suis cachée dessous, a raconté Jeannette Mariboa, âgée de 33 ans par téléphone depuis Cebu. J'avais tellement peur que je ne pouvais même pas me lever pour courir hors de la maison. Je ne suis sortie que 30 minutes plus tard, a-t-elle ajouté. Plusieurs personnes ont été tuées dans l'effondrement du marché aux poissons de Cebu et un enfant est mort piétiné par la foule qui tentait de fuir un bâtiment. Les habitants et les touristes ont fait état de nombreux dégâts matériels subis par les bâtiments modernes ou anciens, des églises, une université et des routes. Des patients ont été évacués d'un des grands hôpitaux de Cebu, dont un des étages a pris feu, selon les médias locaux. À Bohol, une église datant du début de la colonisation espagnole s'est écroulée. L'étendue des dégâts et le nombre de victimes restaient difficiles à estimer en milieu de journée. Les autorités tentaient de confirmer des informations sur l'effondrement d'une école, a indiqué Neil Sancher, directeur du bureau de gestion des catastrophes de Cebu. Le centre d'alerte au tsunami dans le Pacifique a indiqué pour sa part qu'il n'avait pas émis d'alerte au tsunami. Le tremblement de terre a été suivi d'au moins 4 répliques d'une magnitude supérieure à 5. L'épicentre du séisme est à 629 km de la capitale, Manille. Les Philippines sont situées sur la ceinture de feu du Pacifique qui aligne sur le pourtour de l'océan Pacifique plusieurs centaines de volcans et sur laquelle se produisent fréquemment séismes et éruptions.
c'est fini les supputations sur le relèvement de la dette américaine. Barack Obama a signé dans la nuit de mercredi à jeudi un texte visant à mettre fin au shutdown gouvernemental, tout en assurant le financement de l'État américain jusqu'au 15 janvier. Le plafond de la dette a été relevé jusqu'au 7 février. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que l'accord écarte le risque de voir les États-Unis plonger en situation de défaut de paiement. Mais le problème, lui, reste entier puisque les Américains risquent de retomber dans les mêmes turpitudes parlementaires qu'en cette mi-octobre. Regain d'espoir donc, le marché va pouvoir se concentrer sur l'évolution de la politique monétaire de la Fed et sur les résultats. Le 15 octobre 1983, on s'en souvient de la marche des beurs, une marche pour réclamer l'égalité des droits en France. L'histoire est assez extraordinaire. En effet, des jeunes enfants immigrés et militants antiracistes, après avoir vu un film sur Gandhi, décident d'organiser une marche afin de revendiquer leurs droits. Très médiatisée à l'époque, leur initiative a disparu des esprits. Peu d'événements ont marqué ces 10 et 20 ans et aujourd'hui, seuls 2 Français sur 10 s'en rappellent, une proportion qui tombe à 1 sur 10 chez les plus jeunes. Cette année, une conjonction de facteurs font cependant ressurgir l'événement, considéré comme l'acte de renaissance politique des descendants d'immigrés. Pour ce 30e anniversaire, le gouvernement a lancé un appel à projet et débloqué 455 000 € pour financer 70 actions commémoratives, notamment des colloques, des spectacles chorégraphiques, des éditions spéciales de magazines. Selon le ministre délégué à la ville François Lamy, il s'agit de rappeler l'histoire, mais aussi de réfléchir sur l'intégration, car, dit-il, en 30 ans, une classe moyenne issue de l'immigration a émergé, mais elle continue à se heurter à un plafond de verre. Nous passons immédiatement à la seconde partie qui est consacrée à la presse écrite internationale et on commence par la journée de lundi. Brignoles, le FN passe, la gauche trépasse, c'était le titre choisi lundi par Libération qui nous disait qu'avec la victoire dimanche du parti d'extrême droite à la cantonale du Var, le PS se retrouve une nouvelle fois marginalisé, peinant à mobiliser ses électeurs. À ce sujet, le Figaro parlait d'avertissement. Le confrère notait que le parti frontiste a gagné dimanche soir son pari en remportant le siège de conseiller régional et général du Var, malgré une plus forte participation et l'appel de la gauche à un front républicain. Laurent Lopez a recueilli 53,9% des voix au second tour de la cantonale partielle de Brignoles devant son adversaire UMP, Catherine Delzens. Marine Le Pen a immédiatement salué une belle victoire par un vote d'adhésion, se félicitant d'un score encourageant pour les municipales. Ce résultat constitue une nouvelle sanction contre le Parti socialiste et conforte l'idée que l'UMP ne parvient plus à profiter de la désaffection qui frappe la majorité. Une tendance qui se vérifie dans les sondages pour les scrutins à venir, écrivaient d'ailleurs nos confrères du quotidien français. Le Figaro. À ce propos, le quotidien de Bordeaux, Rive-Gauche, Sud-Ouest, indiquait que le FN prend date. Le candidat de Front National remporte en tout cas la cantonale partielle de Brignoles dans le Var avec 53,91% des voix. Une victoire qui, pour le journal bordelais, confirme la fin du front républicain. Pour le quotidien français Le Monde et parlant de municipales de 2014, le FN est en passe et surtout en panne de candidats. Alors que la formation de Marine Le Pen prétend être le premier parti de France, le FN peine à boucler ses listes en moins de 6 mois du scrutin. En dehors de ses places fortes du Nord et du Sud-Est, le manque de cadres se fait sentir, relevait d'ailleurs le journal lundi dernier. Notre envoyé spécial emprisonné durant 12 heures, le Qatar veut cacher les chantiers de la honte, titrait déjà l'Humanité, le journal fondé par Jean Jaurès. Après s'être rendu dans un camp de travailleurs, Pierre Badbansé, le reporter de l'Humanité, a été arrêté par la police de Doha pour pratique illégale de journalisme. Allez savoir, avant d'être relâché. Dans son grand reportage, il nous racontait lundi comment plus d'1 million de salariés étrangers
esclaves des temps modernes, sont exploités pour la construction des infrastructures de la Coupe du monde de football de 2022 au Qatar. Il y aurait déjà des centaines de morts, soulignait d'ailleurs ce grand reportage que vous deviez trouver dans les colonnes du journal fondé par Jean Jaurès dans sa parution de lundi dernier. Lampedusa, seul et solidaire, titrait le quotidien catholique La Croix. Le journal notait que les habitants de l'île au large de la Sicile viennent courageusement en aide aux migrants, mais se sentent abandonnés par l'Europe. Le reportage se trouvait en tout cas dans les colonnes du journal qui nous apprenait qu'il y a eu au moins 15 000 migrants cette année du côté de l'île italienne de Lampedusa. Le quotidien de la capitale relevait une épidémie de crimes en Guadeloupe. Le Parisien indiquait que l'île est secouée par une impressionnante vague de meurtres. 38 personnes ont déjà été abattues depuis le début de l'année. Le ministre français de l'Intérieur, Manuel Valls, s'y est rendu jeudi dernier. Et puisque nous parlons de la Guadeloupe, nous nous y rendons tout de suite avec le quotidien France Antilles Guadeloupe qui nous disait que derrière les drames, il y a également l'alcool. En Guadeloupe, l'alcool tue chaque année une centaine de personnes. De nombreux drames viennent rappeler la dangerosité des boissons alcoolisées pour le consommateur et surtout son entourage. Parlant de drame, on y va. En Martinique, France Antilles notait qu'un jeune footballeur a été tué sur la route. Kevin Honorin, la photo à la grande une du journal, avait 20 ans, a perdu la vie dans un accident de voiture survenu sur la RN1 au Lorrain. Il était joueur de football au sein de l'Oceanic Club, relevait le journal martiniquais France Antilles lundi dernier. Le quotidien de la Réunion et de l'océan Indien parlait de Red Deng en couple avec ses frères, ses enfants, ses dallons. Terminé le grand raid qui a démarré d'ailleurs vendredi du côté de la Réunion. C'est aussi une entreprise familiale. Luxembourg, 10 ans et déjà tout d'une grande, titrait le quotidien journal luxembourgeois qui nous rappelait que samedi dernier a eu lieu une célébration en honneur des 10 ans de l'Université du Luxembourg. Un événement marqué entre autres par le discours du directeur général de la Fondation Nobel, qu'il faut dire, qui décerne souvent le prix Nobel, Lars Heikenstein. Vente d'alcool, des ados vont débusquer les fraudeurs, titrait la Tribune de Genève lundi. Mandatés par l'État et encadrés par les adultes, des mineurs testeront les commerçants en tentant d'acheter de l'alcool. Dans son projet de révision de la loi sur la restauration, la Suisse, et bien surtout sur le débit de boissons et l'hébergement, la Suisse donne son feu vert aux achats tests. Un concept simple, l'ado tentera de se payer un verre dans un bar ou d'acheter une bouteille d'alcool dans un commerce déjà en force dans la quasi-totalité des cantons suisses. Organisé par la Direction générale de la santé et confié à la Fédération genevoise pour la prévention de l'alcoolisme, ces contrôles seront menés dans le courant de l'année prochaine, relevait le journal. Et puis, il faut le dire, ces contrôles seront effectués par de jeunes mineurs. L'alcool est un sujet qui intéressait d'ailleurs plusieurs rédactions lundi. En Belgique, la Libre parlait de comment contrer les ravages de l'alcool chez les étudiants. Le problème était sur la table parce qu'un étudiant de l'UCL, pris de boisson, a succombé à une chute vendredi dernier. Sa mort sèmait d'ailleurs l'émotion et le chagrin au sein de la communauté universitaire, chez ses amis, mais aussi sa famille qui s'est exprimée dans une lettre ouverte publiée sur le site du journal belge lalibre.be dans sa parution de lundi dernier. Sida, le dépistage hors de l'hôpital, titrait l'autre quotidien belge le soir. Le journal indiquait que la ministre Anke Lins annonçait d'ailleurs et a annoncé mardi un plan national contre l'épidémie, le dépistage décentralisé vers les lieux à risque. Au Liban, le quotidien libanais d'expression française L'Orient le Jour notait que Genève 2 consacre les clivages entre rebelles syriens. Les djihadistes contrôlent désormais l'insurrection à Alep et puis 7 humanitaires du CICR, le Comité international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont été enlevés et surtout relâchés plus tard. Le journal libanais s'est également intéressé à ces mariés de la mort du Yémen qui rêvent de l'école. Un rapport du Human Rights Watch de 2011 montre qu'environ 14% des jeunes filles yéménites sont mariées avant l'âge de 15 ans et 52% sont mariées avant l'âge de 18 ans. Information que vous devez retrouver dans les colonnes du quotidien libanais L'Orient le Jour. Véhicules électriques, un marché qui ne lève pas, titrait le journal de Montréal. Conscient du peu d'engouement des Québécois pour le véhicule électrique, le gouvernement marois enterre le vaste plan d'action de 250 millions de dollars hérité de l'ère Charest au profit d'une toute nouvelle stratégie.
Pour le métro, autre quotidien montréalais. 5 plaintes ont été portées contre Marcel Côté. La coalition Montréal de Marcel Côté a fait l'objet de 5 plaintes pour pratiques électorales illégales de la part de Richard Bergeron et de Denis Coderre. C'était dimanche, nous apprenaient d'ailleurs nos confrères du quotidien Le Métro. C'était tous ces journaux et quotidiens que nous avons choisis pour vous dans la journée de lundi dernier. Mardi, après Brignoles, la droite inquiète, la gauche désemparée, c'était le titre choisi par le Figaro. Pour expliquer l'échec du Front républicain à l'élection cantonale, le PS s'en prend au leader de droite, alors que l'UMP accuse la gauche sur le terrain. Le FN poursuit son implantation, écrivaient nos confrères. En page 8, le Figaro notait qu'il n'y a plus que 3 jours pour éviter le pire aux États-Unis. L'Amérique se précipitait, en tout cas mardi dernier, vers la date fatidique du 17 octobre à laquelle, faute d'un accord au Parlement, elle se trouvait dans l'incapacité de payer ses dettes. Mais faut-il un symbole? S'interrogeait d'ailleurs le Figaro, qui relevait que la statue de la liberté a été rouverte. Il faut préciser par ailleurs que ce problème a été résolu et que le financement a été trouvé pour et surtout jusqu'au 15 janvier 2014, date à laquelle les États-Unis devront trouver un budget initial pour les États-Unis d'Amérique. Le quotidien français de l'économie Les Échos notait lui que les États-Unis sont proches d'un accord pour éviter le défaut de paiement. Les discussions au Congrès sont en bonne voie pour éviter le chaos, écrivaient nos confrères. Information que vous deviez retrouver dans les colonnes du journal et surtout dans l'analyse de Carole Meyer et dans l'éditorial de Guillaume Maujean que vous deviez trouver en page 9. À la une, Les Échos nous apprenaient que c'est un été meurtrier pour les entreprises françaises. Selon nos confrères, le nombre de défaillances a bondi de 7,5% au 3e trimestre selon Altares avec 12 790 cas. Jamais la France n'avait connu un été aussi destructeur depuis 1993. Le quotidien catholique La Croix nous apprenait que l'activité économique progresse et les investissements se redressent en France. Mais ce retournement doit être encouragé pour qu'il devienne créateur d'emplois. D'où la grande une du journal catholique, reprise le frémissement. Parlant d'impôts, Le Monde soulignait le désaveu massif des Français. Un sondage révélait d'ailleurs à quel point les prélèvements obligatoires sont jugés excessifs, inefficaces et surtout injuste. Pour le quotidien de la capitale, Le Parisien, changer de vie, c'est possible. Le journal en veut pour preuve et en voulait pour preuve que chaque année, 200 000 habitants quittent l'île de France pour tenter l'aventure d'une nouvelle vie en région. Un salon consacré aux candidats au départ s'est ouvert lundi dernier dans la capitale française, Paris. Dans son cahier central, Le Parisien nous informait que Bertrand de la Noé lance un bouclier social pour les Parisiens pour corriger les effets négatifs de centaines de mesures fiscales. Le maire de Paris veut mettre et a mis d'ailleurs en œuvre en place un bouclier social qui profiterait à plus de 250 000 Parisiens. La longue marche pour l'égalité titrait l'Humanité. Le journal fondé par Jean Jaurès nous rappelait qu'il y a 30 ans, des jeunes de la banlieue lyonnaise entamaient la marche pour l'égalité. Ils dénonçaient le racisme et la discrimination, un acte fondateur qui reste toujours d'actualité. Cette marche a été appelée la marche des beurs. Le quotidien de Bordeaux, Rive Gauche, rapportait un fait de société. Il ouvre le feu sur sa famille, lisait-on à la grande une de Sud-Ouest, qui nous disait qu'un père de famille de 37 ans a abattu ses 2 fils, blessé sa femme et sa fille, puis a retourné son âme contre lui. C'était lundi dans le quartier de Benoge à Bordeaux. La Voix du Nord, journal lillois, titrait « Délinquance dans la région, les mauvais chiffres ». Le quotidien du Nord indiquait que les statistiques de la délinquance virent globalement au rouge depuis plusieurs mois dans le Nord-Pas-de-Calais. Vol à main armée, cambriolage et agression connaissent des évolutions préoccupantes au point d'obliger les préfets à prendre des mesures. Information que vous deviez retrouver dans les colonnes du quotidien nordiste La Voix du Nord. Sécheresse et ses conséquences, l'agriculture a soif, titrait le quotidien de La Réunion et de l'océan Indien. Privés d'eau, confrontés au dépérissement de leurs récoltes, les agriculteurs irrigants de Saint-André exigent des moyens et menacent d'une action au Conseil général. Assise tuée par un bijou, titrait France Antilles, le quotidien martiniquais nous apprenait que depuis lundi, la cour d'assises juge Tej Maturina, 20 ans, poursuivi pour homicide volontaire et vol avec violence en Réunion. Il est accusé d'avoir poignardé à mort Stéphane Glagnos dans l'enceinte d'une boîte de nuit.
Au Luxembourg, le quotidien nous apprenait que Dublin et Madrid sont en bonne voie pour sortir de leur plan d'aide. Ainsi, l'Irlande et l'Espagne devraient toutes deux sortir prochainement de leurs programmes respectifs d'aide alloués au plus fort de la crise de l'euro. En Suisse, la Tribune de Genève revenait sur les révélations sur le contrat qui plombe les SIG, contrat qui pourrait coûter 1 milliard de francs suisses. Les services industriels de Genève, en abrégé SIG, étaient-ils prêts à tout pour développer leurs activités éoliennes? S'interrogeaient d'ailleurs nos confrères qui notaient qu'on pourrait le croire à la lecture du contrat passé en 2011 par la régie genevoise avec son partenaire Reinvest, tombé en main de la Tribune de Genève. C'est ce partenariat qui a provoqué en septembre dernier la démission du directeur général des SIG, André Hurter, l'un des signataires du document, et la mise sous enquête administrative de 2 dirigeants des SIG. Les détails, en tout cas, se trouvaient dans les colonnes du journal genevois. En Belgique, la Libre s'interrogeait également. La Belgique va-t-elle mieux qu'il y a un an? À cette question, le journal nous disait qu'en tout cas, selon le confrère, son image est meilleure. Des tensions communautaires se sont apaisées, mais l'économie et le social restent toujours en berne. Le soir, autre quotidien belge notait des cadeaux fiscaux et non des gâteaux aux zones sinistrées. Selon le quotidien belge, le gouvernement projette la création de zones franches pour soutenir les régions qui ont subi de lourdes pertes d'emplois. Étincelle de Kalamoun s'enflammera-t-elle? L'étincelle de Kalamoun s'enflammera-t-elle avant la conférence de Genève 2? S'interrogeait en une le quotidien libanais à Safir. Il annonçait une opération militaire imminente dans cette région de Syrie située près de la frontière libanaise qui est très disputée. La réalité du terrain s'impose à mesure qu'approche la conférence de Genève 2, ajoutait le journal. Réalité marquée par la poursuite des combats entre factions de l'opposition dans le nord de la Syrie. Nous apprenons en tout cas le quotidien libanais à Safir dans sa parution de mardi dernier. Débat femmes, les Jeannettes derrière la charte, titrait le journal de Montréal mardi. Dans une lettre adressée aux femmes du Québec, 20 femmes d'influence se regroupent derrière l'auteur Jeannette Bertrand pour appuyer la charte des valeurs québécoises. L'égalité des sexes semble maintenant menacée par la liberté de religion. Pouvait-on lire, en tout cas dans la missive publiée mardi pour les signataires, légiférer est nécessaire pour préserver les acquis du féminisme. Vous allez voir tout à l'heure la réponse, en tout cas, à cette lettre. Harper présente les priorités du gouvernement, indiquait le métro. Autre quotidien montréalais, la nouvelle session parlementaire qui a commencé mercredi à la Chambre des commerces à Ottawa et s'est ouvert par un discours du trône au cours duquel sont présentées les priorités du gouvernement conservateur pour la deuxième moitié de son mandat, écrivait d'ailleurs nos confrères du quotidien montréalais, le métro, dans sa parution de mardi dernier. Nous passons à la journée de mercredi. Antenne téléphonique, pas de risque avéré pour la santé, titrait Le Monde de mercredi. Dans un avis sur les ondes électromagnétiques, l'Agence nationale de sécurité sanitaire constatait certains effets biologiques mineurs chez l'homme et l'animal. Selon le quotidien, les experts se proposent et surtout ne proposent pas de nouvelles valeurs limites d'exposition de la population. Ils recommandent en tout cas le port du kit main libre pour les enfants et la réduction des émissions des antennes déjà installées. Pour le quotidien de Bordeaux, rive gauche, sud-ouest sont des zones sans danger, mais les réseaux mobiles Wi-Fi sont sans effet avéré selon un rapport. Celui-ci préconise toutefois de réduire l'exposition aux ondes électroniques. D'ailleurs, soulignaient nos confrères. Tracteurs, bétail, récolte, les agriculteurs excédés par les vols à répétition, titrait Le Figaro, qui indiquait que près de 8000 vols ont été recensés dans les campagnes depuis le début de l'année. Ce nouveau fléau est le fait de gangs organisés qui écoulent leur butin à l'étranger. La colère monte chez les exploitants agricoles. Le Figaro notait que le succès commercial de l'e-cigarette a surpris les industriels et les buralistes qui voient leur vente de tabac baisser tout autant que l'État qui commence à mesurer son manque à gagner fiscal. Tous se préparent à modifier leur stratégie
pour profiter du pactole généré par ce produit très rentable aujourd'hui. En page 5, le Figaro indiquait qu'à 48 heures de l'échéance d'un possible défaut de paiement du Trésor américain, le ton est monté entre le Parlement et la Maison-Blanche qui est tenue par le président américain Barack Hussein Obama. Le quotidien de la capitale, Le Parisien, appelait à l'unité pour faire baisser les factures, s'unir pour économiser. L'association UFC Que Choisir lançait d'ailleurs un service d'achat groupé de gaz qui pourrait faire baisser la facture des consommations et surtout des consommateurs de 15%. En page 10, le Parisien indiquait que l'homme à la une du journal, il s'appelle Lionel, il est âgé de 44 ans. Il a été condamné par la justice pour avoir donné une fessée à son fils de 9 ans. Mes enfants sont tout pour moi, expliquait-il à nos confrères. Jamais je ne lève la main sur eux de manière abusive. Pour lui en tout cas, il a fait son devoir de père, comme vous le voyez à la une du journal de la capitale, Le Parisien. J'ai fait mon devoir de père. L'Humanité faisait une révélation mercredi et titrait SNCF, la sécurité déraille. Le journal fondé par Jean Jaurès remarquait que 10% du réseau ferroviaire est vétuste et dangereux. La sous-traitance en cascade au privé est source d'accidents parfois mortels, comme le dernier accident ferroviaire du côté de la France. L'Humanité a eu également un entretien avec le coprésident du parti Jean-Luc Mélenchon qui évoquait la stratégie de sa formation et les débats au sein du front de gauche. Entretien que vous devez retrouver en page 6 du quotidien français. Ils ne battent pas en retraite, titrait la Marseillaise malgré le vote de l'Assemblée nationale. Des milliers de salariés ont manifesté mardi contre la réforme voulue par le gouvernement français. On parle bien sûr de retraite. En zone euro, le quotidien français de l'économie, Les Échos, notait les premiers dividendes de la rigueur. L'Irlande puis l'Espagne et le Portugal se financeront sur les marchés l'an prochain. Après des années de récession, la croissance est annoncée pour 2014, y compris en Grèce, relevait le quotidien français de l'économie. Et puis, il faut le dire également, le journal catholique La Croix rapportait les nouveaux mots du Notre Père. Une nouvelle traduction de la Bible pour la liturgie paraîtra le 22 novembre prochain, indiquait le quotidien catholique La Croix. Et ne nous soumet pas à la tentation, deviendra et ne nous laisse pas entiers en tentation. Drôle d'histoire en tout cas pour les catholiques. Nostalgique titrait Libération avec un dessin d'Astérix. Une exposition de la BNF consacre l'irascible gaulois créé en 1959 par Gotini et Uderzo. D'ailleurs, Uderzo a d'ailleurs dessiné cette belle étoile à la grande une de Libération. Les urgentistes, alors, lâchent le téléphone, pouvait-on lire ce mercredi-là à la grande une du quotidien de La Réunion et de l'océan Indien qui nous apprenait que depuis mardi, les urgentistes refusent de chercher eux-mêmes des lits pour les patients qu'ils doivent hospitaliser à l'heure où les urgences sont débordées. Les médecins estiment que négocier des lits se fait au détriment des malades. En Guadeloupe, France Antilles nous apprenait que, concurrencé par le maçon européen, le BTP va dans le mur. Lire l'enquête, l'enquête se trouvait dans le cahier économie du quotidien guadeloupéen. À Martinique, justement, France Antilles nous assurait que Manuel Valls est attendu de pied ferme. Le ministre français de l'Intérieur arrivait d'ailleurs le même après-midi à Fort-de-France. Il était attendu en tout cas par les élus, les syndicats de police et surtout les Martiniquais qui attendent des réponses de l'État face à la montée de la violence. USA dette, la Maison-Blanche rejette le nouveau plan de la Chambre, titrait le journal luxembourgeois mercredi. Le quotidien qui relevait que la Maison-Blanche a rejeté carrément mardi le nouveau plan des républicains de la Chambre des représentants pour relever in extremis le plafond de la dette des États-Unis, l'assimilant à une demande de rançon. La tribu de Genève relevait des tensions diplomatiques dans le huis clos genevois. En Belgique, la Libre parlait d'une fraude évaluée à 3 milliards. Selon le quotidien, le juge Claise s'intéresse à l'argent noir de Diamantaire Anversois pour mieux cibler la banque privée HSBC. L'abus de la GSM peut nuire à la santé, titrait l'autre quotidien belge Le Soir. Les ondes émises par les GSM ne présenteraient pas de risque sanitaire avéré, sauf en cas d'utilisation intensive, écrivait d'ailleurs le journal. En Russie, après les émeutes anti-immigrés dans le sud de Moscou, les 12 et 13 octobre dernier, le quotidien Moskovski, comme Somolets, publiait d'ailleurs une lettre à Monsieur le Président. Dans la capitale de la Russie que vous dirigez, des désordres réels se sont produits, trop de choses devenues irréelles dans notre pays. L'art d'imiter prend de plus en plus place.
un homme a interprété le rôle de président pendant 4 ans. On parle bien sûr de Dimitri Medvedev. 1 million de fonctionnaires jouent celui de la police. Sur le papier, les immigrés sont une force de travail sans... Dans la réalité, c'est une menace. C'était la grande lettre, en tout cas, qui avait été envoyée au président russe Vladimir Poutine. Débat femmes, les Jeannettes s'expliquent, titrait le journal de Montréal qui indiquait que, de l'avis de l'auteur Jeannette Bertrand, les femmes voilées se soumettent ainsi aux hommes sans s'en rendre compte au lendemain de la publication d'une lettre appuyant la charte des valeurs québécoises. Des signataires étaient en train de s'expliquer dans les colonnes du journal de Montréal dans sa parution de mercredi dernier. On passe à la journée de jeudi. Le quotidien de la capitale rapportait jeudi la révolte des Bretons. Le Parisien nous disait que frappé par la crise, la Bretagne subit une avalanche de plans sociaux. Un désastre économique qui oblige le gouvernement français à prendre des mesures d'urgence. En page 4, le Parisien notait que Valls déchire la gauche. L'expulsion de Leonarda, la jeune collégienne kosovare, a déclenché une polémique et la colère des élus de gauche contre le ministre français de l'Intérieur, Manuel Valls. À ce sujet, Libération titrait expulsion, un cas d'école. L'interpellation en pleine sortie scolaire d'une jeune Rome et l'expulsion de sa famille justifiée par Valls font scandale à gauche, mais Hollande reste muet, relevait le journal. La Nouvelle République confirmait cette information. L'affaire Leonarda secoue la gauche. Le journal affirmait que Manuel Valls est critiqué dans son camp après l'expulsion de la collégienne kosovare. La photo à la une de la Nouvelle République nous la montrait de retour dans son pays avec sa famille. Elle se trouvait également à la une de l'Humanité où on pouvait lire ses propos. Tout ce que je veux, c'est avec ma famille venir en France, recommencer les cours pour avoir un avenir. Le truc le plus important, c'est l'école. Au Kosovo, on dort sur des bancs. J'ai même pas le droit d'aller à l'école. Le journal fondé par Jean Jaurès avait d'ailleurs mis cette belle lettre à sa grande une. Et puis, il faut également le dire, le journal nous disait que l'émotion était considérable après l'expulsion de la jeune collégienne kosovare arrêtée pendant une sortie scolaire en marchant dans les pas de Sarkozy. Le journal nous disait que Manuel Valls provoque un tollé jusqu'au sein de son propre parti, le Parti socialiste. L'Humanité notait également qu'à Paris, la mobilisation grandissait pour le retour de Kachik, 19 ans, premier lycéen expulsé depuis 2006. Affaire Leonarda, la gauche s'enflamme contre Manuel Valls, titrait Le Figaro qui indiquait que le ministre français de l'Intérieur est de nouveau au cœur d'une tempête déclenchée par l'expulsion d'une jeune kosovare. De nombreux élus socialistes condamnent sa politique d'immigration. Le Premier ministre a demandé une enquête à ce sujet. En page 6 et 7, Le Figaro nous apprenait que Barack Hussein Obama a arraché un accord in extremis. Soulagement donc aux États-Unis où un accord a été trouvé mercredi au Sénat pour relever le plafond de la dette et éviter ainsi un défaut de paiement. Un sprint procédural devait mener à un vote d'adoption avant minuit. Le quotidien catholique La Croix nous apprenait que plus de 2 millions de Syriens ont fui la guerre qui ravage leur pays. La Croix est allée à leur rencontre au Liban, en Jordanie et en Suède, d'où la une du journal Syrien en exil. Information que vous devez retrouver de la 2e à la 5e page. On va toujours rester avec le quotidien de Bordeaux, Rive Gauche, qui titrait « Ce sera le procès de l'euthanasie ». Sud-Ouest indiquait que l'urgentiste bayonnais est renvoyé devant la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques pour avoir empoisonné 7 patients en fin de vie. Son procès prévu au second semestre 2014, à Pau, ravive un débat de société. Le médecin et urgentiste Nicolas Bonnemaison, c'est son nom, avait été laissé en liberté en septembre 2011. États-Unis, Europe, la malédiction de la dette, titrait le quotidien français de l'économie Les Échos jeudi, qui nous affirmait que les élus américains s'entendent pour éviter un crash de l'économie mondiale. Les États de la zone euro emprunteront entre 850 et 900 milliards d'euros en 2014. Dans ces pages 2 et 3, l'éditorial de David Barou, page 9, Les Échos notaient que Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre français, lâche une aide à minima pour désamorcer la crise bretonne. L'exécutif français a débloqué 15 millions d'euros pour la filière agroalimentaire sonnée par les plans sociaux, mais ne renonce pas pour autant à l'écotaxe poids lourd. Manuel Valls à l'épreuve du feu. Pouvait-on lire jeudi à la grande une de France Antilles Guadeloupe qui expliquait que le ministre français de l'Intérieur était attendu par les policiers, la justice, les élus et l'ensemble de la population. Il arrivait en tout cas il est arrivé le jeudi après-midi dans une Guadeloupe désarmée face à l'explosion de la violence. Terre Saint-Valls, titrait France Antilles Martinique, arrivé
Mercredi après-midi à Martinique, le ministre français de l'Intérieur Manuel Valls s'est directement rendu au Terre Saint-Ville, zone de sécurité prioritaire. Accompagné des élus de la ville, il a arpenté quelques rues de ce quartier populaire miné par les affres de la délinquance, écrivaient d'ailleurs nos confrères. Allègement des charges, il est urgent de faire preuve de bonne foi. Ce sont les propos du ministre des Outre-mer, Victorin Lurel, qui répondait aux questions du quotidien de la Réunion et de l'océan Indien avant son arrivée le même matin et qui confirmait la réforme des allègements de charges qui met le feu aux poudres dans le monde patronal réunionnais. Au Luxembourg, le quotidien, c'est comme ça qu'on l'appelle, titrait USA, accord scellé au Sénat sur la dette. Les sénateurs américains sont parvenus à un accord de sortie de crise à quelques heures seulement de l'échéance du relèvement du plafond de la dette, nous apprenaient nos confrères luxembourgeois. La Libre Belgique nous disait comment les grandes surfaces nous poussent au gaspillage. Le CRIOC, un organisme, s'est intéressé à la politique des supermarchés en matière d'individus. Leur note: peut mieux faire, informer leurs clients et arrêter les promotions de type 2 pour le prix d'un. Allez savoir. Le soir, autre quotidien belge nous disait que les libéraux provoquent Di Rupo à la Chambre, évoquant le discours de rentrée d'Elio Di Rupo. Le chef de groupe MR parle d'autosatisfaction stérile. En Suisse, la Tribune de Genève titrait « Nouvelle crise à Genève, les prisons décapitées ». Terminons par le Canada avec le journal de Montréal qui notait le débat sur la charte des valeurs et titrait « Les inclusives choquées ». La liberté de religion peut coexister avec l'égalité entre les sexes, retorquaient les femmes choquées par la lettre des Jeannettes. Quand les femmes musulmanes se font traiter de folles, ce n'est pas un débat pertinent, s'exclamait d'ailleurs Aurélie Lanctot, une des initiatrices de la lettre de réplique aux Jeannettes. Jeannette, il faut le dire, qui ont écrit une lettre dans la parution du journal de Montréal mardi dernier. Terminons cette deuxième partie de la revue de la presse consacrée bien sûr aux journaux et quotidiens du monde entier par la journée de vendredi. Roms, expulsion, expliquez-vous Monsieur le Président, c'était le titre choisi vendredi par Libération. Libé qui s'interrogeait, les Roms intégrables ou pas? Et la jeune Leonarda, fallait-il la renvoyer au Kosovo face au conflit sur les valeurs qui déchirent sa majorité? François Hollande de se tait, relevait le journal. En tout cas pour le Figaro, Hollande est dans le piège de l'affaire Leonarda. Le journal indiquait que François Hollande observe de très près l'affaire de l'expulsion de la jeune Kosovare qui a mis la gauche en ébullition. Selon le confrère, le chef de l'État français se garde d'intervenir à chaud. Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre français, est chargé de gérer cette crise qui s'ajoute au malaise de la majorité. Ces appels de la doctrine gouvernementale en matière d'immigration ne suffiront sans doute pas à calmer les esprits, relevait le journal. En page 14, Figaro s'intéressait en tout cas à ce crâne qui bouleverse ce que l'on sait des origines de l'homme. La découverte au sommet d'une colline de Géorgie d'un crâne complet vieux de 1,8 million d'années qui oblige les paléontologues du monde entier à reviser leurs hypothèses sur les origines du genre humain. La comparaison avec d'autres ossements contemporains incite à privilégier la théorie d'une lignée unique de l'homme. L'affaire Leonarda faisait également la une du journal de la capitale, Le Parisien, qui parlait de la mobilisation des lycéens, les mensonges également du père. Le quotidien notait que plusieurs milliers de lycéens ont manifesté jeudi contre l'expulsion de la collégienne, mais des questions se posent désormais sur l'origine de sa famille. À la grande une, Le Parisien relevait et remarquait que 4000 radars vous guettent, sécurité oblige, ils sont de plus en plus nombreux, de plus en plus efficaces et certains sont même invisibles. Obama, la revanche, titrait Le Monde. Le quotidien français notait que le président américain sort vainqueur de la crise du shutdown face aux républicains. Le financement de l'État fédéral est assuré jusqu'au 15 janvier 2014. Le quotidien catholique La Croix retenait plus les leçons de cette crise et indiquait que le Congrès américain a trouvé jeudi un accord sur la dette, mais ce compromis ne règle la question que pour quelques mois, c'est-à-dire jusqu'au 15 janvier 2014. Misère, le refus de l'inacceptable, titrait la Marseillaise, qui revenait sur la journée du refus de la misère qui permet de mettre sur le devant de la scène la précarité dans laquelle vivent de plus en plus de personnes. Mais alors que l'austérité est la règle, les moyens tardent à venir aux grandes dames des associations, soulignait le journal. L'humanité est allée à la rencontre des naufragés de Lampedusa. L'envoyé spécial du journal fondé par Jean Jaurès s'est rendu dans l'île italienne. Depuis le début de l'année, 15 000 migrants y sont arrivés par la mer, nous apprenaient nos confrères. Le 3 octobre dernier, 364 d'entre eux se sont noyés. Les mêmes causes provoquant les mêmes effets, l'humanité nous affirmait que révoltés
par les expulsions de Leonarda et de Kachik, des milliers de lycéens sont descendus dans les rues jeudi dernier. Le quotidien français de l'économie Les Échos indiquait que Londres parie avec EDF sur la relance du nucléaire. Après une longue négociation, l'électricien public français EDF et le gouvernement de David Cameron sont arrivés à un accord pour construire 2 réacteurs nucléaires EPR sur le site de Hinkley Point dans le Somerset. Le projet estimé à 16 milliards d'euros garantit à EDF un prix fixe d'achat de l'électricité qui sera produite pendant 35 à 40 ans. Ce prix sera 2 fois plus élevé que le prix de marché actuel. L'électricien français qui assurera la maîtrise industrielle du projet prend une part de 45 à 50% du consortium. Areva opère dans le capital à hauteur de 10%. 2 groupes nucléaires chinois, CGN, avec qui EDF construit actuellement 2 EPR à Taishan en Chine, et CNNC intègre le consortium à hauteur de 30 à 40%. Information que vous devez retrouver en tout cas dans les colonnes du quotidien français. Premier départ du grand raid à Ravine Blanche, les fous entre guillemets sont lâchés, titrait le quotidien de la Réunion de l'océan Indien dans sa parution de vendredi dernier. Redoubler l'école de la prévention, lisait-on vendredi à la grande une de France Antilles Martinique, qui indiquait que le ministre français de l'Intérieur Manuel Valls a quitté la Martinique jeudi après-midi pour la Guadeloupe. En supporter du partenariat au lycée France Fanon, il a salué le pont entre gendarmerie et éducation nationale pour lutter contre les violences scolaires. Myrto Fowell des eaux dans sa voiture, titrait France-Guyane vendredi, qui relevait que la pompe des gendarmes a fait remonter des restes humains qui ont été expédiés dans une glacière à Cayenne. Dans la voiture, il faut le dire, la voiture, elle est toujours au fond du fleuve. Le Luxembourg est toujours en quête d'un nouveau modèle de place financière, nous apprenait le journal luxembourgeois, le quotidien. 13e place financière mondiale et 2e centre international de fonds d'investissement après les États-Unis. Le Luxembourg est en quête d'un nouveau modèle en raison de la disparition programmée du secret bancaire à l'origine de sa prospérité économique. Dépenses publiques, voiture d'Unger, personne ne comprend le cadeau de l'hôpital, titrait la Tribune de Genève, qui nous disait qu'il est difficile de justifier qu'une voiture ait été fournie par les HUG aux conseillers d'État. La voiture, c'est elle que vous voyez à la grande une de ce journal. Un syndicat veut saisir la Cour des comptes que les hôpitaux universitaires de Genève, HUG en abrégé, finissent ou alors fournissent aux conseillers d'État responsables de la santé un véhicule avec chauffeur étonne beaucoup de monde. Le procédé, qui n'était en tout cas pas connu de tous les administrateurs des HUG, s'explique difficilement, écrivait d'ailleurs le journal. En Belgique, le soir, nous disait que la fraude fiscale se devine par logiciel. L'inspection générale belge s'est dotée d'un logiciel sophistiqué qui prédit quels sont les fraudeurs. L'efficacité des contrôles s'en trouve fortement augmentée aujourd'hui. À Marche, un détenu coûtera 107 € jour en frais d'hôtel, titrait d'ailleurs le quotidien belge La Libre. L'établissement pénitentiaire de 312 places à Marche en Famenne hébergera ses premiers détenus le 4 novembre prochain. Une quarantaine de condamnés en fin de peine et répertoriés comme calmes par l'administration essuieront les plâtres de cette prison flambant neuve. Au Canada, le journal de Montréal titrait garderie mauvais format de papier. Une garderie de Saint-Roch de l'Achigan s'est vue refuser une demande de place à 7 $ par jour pour l'avoir envoyé dans le mauvais format de papier. On termine avec le métro. Québec conteste l'avis de la commission des droits, nous apprenait le métro vendredi. Bernard Dranville s'est dit en désaccord avec la prémisse de l'avis rendu jeudi par la commission de droits de la personne et des droits de la jeunesse. La nourriture de l'esprit, c'est l'information. Quand cette information manque, on parle de constipation mentale. Par conséquent, on s'accroche aux rumeurs, un langage ordurier, catisard et bien d'autres choses qu'on ne saurait citer ici. Madame, monsieur, il est bien de se quitter pour mieux se retrouver. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition de votre magazine d'information. Le monde en 60 minutes, vous le savez très bien, nous faisons le tour du monde en information en 60 minutes. C'est là notre credo à Afrique Média, la chaîne de télévision panafricaine. Bonne journée, bon week-end, au revoir.